Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire que je m'apprête à traiter aujourd'hui nous emmène encore une fois en Turquie. Ce pays, tout comme la France, n'est pas épargné par les féminicides. Ces dernières années, la nation a fait face à des enquêtes toutes plus ahurissantes les unes que les autres, des histoires qui nous choquent au plus haut point. On pense notamment à Emine Bulut, tuée par son ex-mari dans la rue en pleine journée devant leur fille de 10 ans, ou encore à Pinar Gültekin, une jeune étudiante étranglée puis brûlée vive par son ex-petit copain. Une fois de plus, je tiens à rappeler que ces crimes ne sont pas représentatifs du pays dans lequel ils se produisent. Les féminicides, il y en a partout, même en France. Il y a quelques années, en 2021 précisément, la Turquie se retire de la Convention d'Istanbul. Ce traité a pour but de prévenir et combattre les violences faites aux femmes, surtout dans le cadre domestique. L'ironie, c'est que la Turquie a été un des premiers à signer cette convention en 2011, donc tout le monde a été un peu choqué en apprenant que le gouvernement annonçait son retrait. Et là, tu te demandes sûrement pourquoi retourner sa veste de cette façon sur une convention qui en plus s'appelle Istanbul. Selon le gouvernement turc, une telle initiative mettrait en danger le modèle traditionnel familial. Donc est-ce qu'il faut comprendre que le modèle familial inclut des violences domestiques? La violence à l'égard des femmes n'a rien de culturel, c'est juste un phénomène très grave. Cette prise de position n'est pas sans rappeler une pression très forte du mouvement conservateur en Turquie qui prend énormément de place dans la vie des familles. Donc on commence notre affaire avec un contexte posé. La violence n'a aucune nationalité, pas de langue, pas de religion. C'est un acte sauvage qui peut se produire partout dans le monde. Malheureusement, les femmes sont les premières victimes de cette violence. Tout comme les enfants, les femmes sont des victimes faciles, puisque, généralement, plus faibles physiquement que les hommes. Et j'insiste bien sur le généralement. Victimes de violences physiques, sexualisées, victimes de sexisme. Et d'ailleurs, pas besoin d'arriver jusqu'au féminicide pour se rendre compte que les femmes subissent le sexisme dans la vie de tous les jours. Des situations oppressantes, voire dangereuses, qui peuvent arriver à beaucoup d'entre nous, qui sont déjà arrivées à beaucoup d'entre nous. Je pense que rien que sur cette vidéo, si je demande à toutes les femmes de répondre à la question: as-tu déjà été victime de violences verbales, physiques, harcèlement, sexisme? Je suis sûre que à peu près 80% d'entre nous répondraient oui. Et maintenant, je vais te raconter l'histoire d'une femme qui a dû, elle aussi, faire face à la violence des hommes, violence contre laquelle elle a lutté de toutes ses forces. Özyecan Aslan naît le 22 octobre 1995 à Mersin, en Turquie. Il s'agit d'une ville portuaire localisée en bord de Méditerranée, au sud-est du territoire. Pour celles et ceux qui connaissent bien le pays, Mersin est proche d'Adana, ville dont le nom est inscrit dans pratiquement tous les kebabs de France. Ah oui, je sais, dès que je peux faire une parenthèse culinaire, je m'en prive pas. Même si la famille Aslan est installée à Mersin, elle est originaire de Tunceli, en Anatolie. Pour te donner une idée, la distance entre les deux villes est de 860 km, ce qui correspond à peu près à un Paris-Marseille. Comme d'autres familles turques, les Aslan décident de quitter le centre de la Turquie pour des raisons principalement économiques. Mersin est une grande ville, les conditions de vie sont meilleures, donc ils sont tout simplement partis pour gagner plus d'argent et offrir à leurs enfants une vie meilleure. La petite Özyecan grandit entourée d'une famille aimante, traditionnelle. La famille se compose de la mère, Songül, du père, Mehmet, la grande sœur, Beste, et un petit frère, Barış Ali. La famille d'Özyecan est de confession alévi, c'est un courant religieux qui dérive de l'islam. Dès son plus jeune âge, Özyecan démontre une grande empathie envers les autres et aussi envers sa propre famille. En Turquie, comme dans plusieurs autres pays, la notion de famille, c'est sacré. Les parents de la jeune femme la soutiennent dans ses choix de vie, elle évolue donc dans un milieu sain et privilégié. Özyecan est surtout proche de sa maman, Songül, qui la décrit comme une fille très affectueuse et altruiste. Parmi les actions concrètes que Ziejan va entreprendre dans son adolescence, on notera l'organisation d'une collecte de fonds pour les victimes d'un tremblement de terre survenu à Vannes en 2011. À ce moment, elle est adolescente, mais ça ne l'empêche pas de tout mettre en œuvre pour agir à sa petite échelle. Très tôt, la jeune fille s'intéresse aux études, elle sera d'ailleurs une élève brillante, elle est scolarisée à Mersin avant d'intégrer l'université Chag. Désolée, je crois que j'ai mal prononcé le nom de l'université, et cette université se trouve dans la ville de Tars. Sa ville d'origine où elle passe son enfance et Tars se situe à peu près 40 km l'une de l'autre. En transport en commun, ça prend une bonne heure, et tu verras que ce détail aura son importance dans notre affaire. Chaque jour, Özyecan s'installe dans un minibus le matin pour aller suivre ses cours toute la journée, puis elle rentre le soir. À la fac, elle se lance dans une branche complexe et passionnante, la psychologie. Elle veut devenir psychologue, c'est un objectif noble, et à l'image de la jeune femme altruiste. Sa famille affirme même qu'elle souhaite ouvrir son propre cabinet de consultation à la fin de ses études. Nous sommes en 2015, à 19 ans, Özyecan entre en première année de psycho, la jeune femme réussit à obtenir une bourse qui lui permet de financer 50% de ses études.
Pour la soutenir et l'encourager, sa mère décroche un emploi afin de payer à sa fille le reste de ses frais de scolarité. Pour les prochaines vacances d'été, Özyecan prévoit de travailler dans un hôtel à Chypre pour rembourser sa mère et aussi pour remercier sa famille de l'aide qu'elle reçoit de leur part. Petit point culture, au passage, Chypre est divisé en deux parties, mais c'est une division uniquement reconnue entre guillemets par la Turquie. Le sud est contrôlé par la République de Chypre et le nord-est est sous l'autorité de la Turquie. C'est pour ça que beaucoup de Turcs y ont accès facilement. Revenons à Özyecan qui suit assidûment ses cours comme l'excellente étudiante pleine d'ambition qu'elle est. Le 11 février 2015, le ciel est plutôt nuageux, il fait 10 degrés, notre étudiante en psycho quitte l'université pour rendre visite à une de ses amies à Tars, dans le centre commercial AVM. Elles discutent ensemble, elles parlent de leurs projets, de leur vie, etc. Une fois qu'elles se disent au revoir, Özyecan se dirige vers son arrêt de bus et elle se prépare à prendre son minibus comme d'habitude. Elle prend place sur l'un des sièges et elle se détend, elle se prépare à son trajet. En France, les bus sont plutôt de grande taille, ils fonctionnent selon des horaires fixes et des itinéraires bien précis, avec un système de paiement par ticket ou carte de transport. En Turquie, le minibus que prend Özyecan, ça s'appelle un dolmuş et ça n'existe pas en France, mais si tu as voyagé, tu as pu voir ces sortes de minibus dans certains pays d'Asie, d'Afrique ou encore en Amérique du Sud. Ces bus sont donc plus petits que les bus qu'on connaît en France par exemple, ils sont flexibles au niveau des horaires, ils partent généralement quand le minibus est plein et ils s'arrêtent même à la demande des passagers. Le paiement se fait directement au conducteur en espèces. Ce sont les mairies qui gèrent les réseaux de bus classiques, mais pour les petits bus comme celui-ci, celui que prend Özyecan, ils sont tenus par des particuliers. Ce soir-là, le 11 février 2015, la famille d'Özyecan commence à se ronger les ongles. Leur fille ne rentre pas à l'heure prévue. Et ils vont s'inquiéter d'autant plus qu'ils ne parviennent pas à la contacter. Ils ne reçoivent aucune nouvelle. Et comme ils sentent que quelque chose ne va pas, ils signalent sa disparition à la police le soir même. Pour eux, ce n'est vraiment pas normal, ils la connaissent et ça ne lui ressemble pas. Et même si ça peut sembler exagéré, ce genre de réaction, on sait très bien que dans de telles situations, il vaut mieux agir au plus vite. Dans le cas d'une disparition, les chances de retrouver la personne baissent au fil des heures. Après 2 jours, on estime que ça devient plus difficile, mais pour cette affaire, la famille Aslan n'aura pas besoin d'attendre 48 heures. Le 12 février 2015, un interrogatoire va permettre d'élucider ce mystère qui en réalité n'aura pas duré très longtemps. Et la vérité est absolument ignoble. 3 hommes, Ahmet Soupi Altendoken, son père Necmettin Altendoken et un autre individu, Fatih Gökçe, sont arrêtés par la police. Ils deviennent les principaux suspects derrière cette disparition étrange. Et qu'est-ce qui a permis d'arrêter si rapidement ces 3 personnes? Déjà, on sait très bien que Özyecan, elle a une routine habituelle et elle n'en dévie pas. Sa famille sait qu'elle prend le minibus à Tars pour rentrer à la maison tous les jours d'école à la même heure, et quand bien même dans ce cas-là elle est sortie avec son ami au centre commercial, sa famille est prévenue de son heure d'arrivée. Cette information est transmise à la police, les autorités vont donc procéder à l'interpellation du chauffeur du minibus, et il s'agit de Ahmet Soupi Altendoken. Pendant son interrogatoire, le chauffeur adopte un comportement pour le moins suspect. Il explique que le minibus s'arrête à un endroit inhabituel, qui ne fait pas partie de son trajet, et ça, les gendarmes le remarquent. Quand il s'attaque à l'inspection du minibus, les autorités découvrent des traces de sang à l'intérieur. Ahmed est nerveux, agité, il répond bizarrement aux questions qu'on lui pose et ça alerte la police bien sûr. Suffisamment pour qu'on procède à l'arrestation du chauffeur ainsi que de son père, Necmettin, dont il est très proche. Malheureusement, faute de preuves suffisantes, la police les relâche. Pour le moment. Très peu de temps après avoir retrouvé leur liberté, l'impensable se produit. Ahmed et Necmettin avouent le meurtre. Fatih, le troisième acteur de cette horreur, a aussi participé au meurtre dont Özyecan a été victime. Les 3 criminels détaillent leur crime, le meurtre, et ils indiquent l'emplacement exact où ils auraient abandonné le corps de Özyecan. Le 12 février 2015, le lendemain du meurtre, les autorités se rendent à l'endroit que les 3 suspects ont indiqué pour vérifier s'ils disent vrai. Et là, c'est une chaîne cauchemardesque qui attend les policiers. Le cadavre de Özyecan est retrouvé dans le lit de la rivière Sindelezi, près du village de Chamalan. L'état de la dépouille est horrible. Le corps de la jeune femme est mutilé et brûlé. Pourquoi? Pourquoi est-ce que 3 hommes se sont mis d'accord pour tuer une étudiante et pourquoi s'acharner à ce point sur son cadavre? Le chauffeur Ahmed avoue son crime, mais il change plusieurs fois la version des faits. Mais ce qui ne change pas dans toutes ces versions, c'est que c'est lui qui porte le coup fatal, c'est lui qui ôte la vie à Özyecan. Et voici la version officielle que retiendra la police. Alors que la jeune femme se repose dans le minibus après une journée de cours et une virée au centre commercial, elle ne remarque pas que l'homme qui conduit le minibus ne cesse de la regarder.
Dans le rétroviseur, il lui lance des regards malsains, et au bout d'un moment, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Et on sent le malaise quand un regard dégueulasse se pose sur nous. Donc Özyecan se fait reluquer, elle sent que quelque chose de pas net est en train de se passer. Le chauffeur vient de changer de route. Il l'emmène ailleurs, et certainement pas chez elle. Il se trouve sur la route qui relie l'autoroute D400 à l'autoroute Tars-Mersin. Özyecan s'inquiète de ce détournement de minibus et elle le fait savoir au chauffeur. Elle lui demande pourquoi il change son trajet, surtout qu'elle est la seule à bord. Le chauffeur ne lui donne aucune réponse. Pire encore, il arrête le véhicule dans une zone déserte, il s'approche de la jeune femme, ses intentions sont dégoûtantes. Il compte abuser d'elle et il ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Mais Özyecan est forte, elle s'empare d'un spray au poivre qu'elle garde dans son sac, justement pour ce genre de situation d'urgence. Elle appuie de toutes ses forces sur le pchit, le capuchon, je sais pas comment on dit, le truc là. Elle aveugle Ahmed. L'homme est désorienté, mais il est imposant et il est bien plus fort qu'elle. En réaction à cet acte de résistance de la part de la jeune femme, il va la poignarder plusieurs fois. Il lui donne aussi des coups violents avec une barre de fer. Pendant le meurtre, Özyecan se défend, elle lui griffe le visage jusqu'au sang. Malheureusement, malgré son acharnement et son envie de survivre, Özyecan meurt des mains d'Ahmet, le chauffeur de minibus. Ahmed se trouve face au cadavre de sa victime et il ne sait pas quoi en faire. Il demande à son père de l'aider, mais aussi à son ami, Fatih, pour se débarrasser du corps. Ensemble, ils l'emmènent dans une forêt pour le brûler. Tous les trois se mettent d'accord pour couper les mains de Ziejan afin d'éviter l'identification de son corps par empreinte digitale. Fait très dérangeant, mais au moment d'avouer ce détail atroce, Ahmed se montre particulièrement calme. Lors de la deuxième fouille du minibus, la police trouve un chapeau qui appartient à Özyecan. C'est son père, Mehmet, qui l'identifie de manière formelle. Et au passage, je me suis demandé comment une équipe de police chargée de fouiller un minibus, surtout après une disparition, minibus apparemment impliqué dans un meurtre en plus, a pu passer à côté d'une preuve aussi énorme qu'un chapeau et l'a remarqué pendant seulement une deuxième fouille, hein. Mais bon. Après les aveux et les arrestations, la police décide de procéder à un contrôle médical de deux des suspects, ceux qui ont avoué. À ce stade, Fatih n'a pas encore admis avoir participé. Au moment du transfert, depuis le commissariat jusqu'à l'hôpital, pour les contrôles médicaux, Ahmed et son père seront hués, malmenés et encerclés par la foule. La police va peiner à calmer tout ce monde qui hurle dans tous les sens, tout ce monde qui réclame justice pour Özyecan. Certains menacent de mort les suspects, d'autres cherchent à les étrangler, à les frapper. C'est une scène totalement chaotique où tout le monde crache sa haine envers ces monstres, des hommes devenus en quelques heures les plus détestés de tout le pays. Et tu te demandes sûrement pourquoi la police ordonne un contrôle médical des suspects, enfin non, tu dois t'en douter, mais pour la Turquie, il y a des précisions à apporter. À l'hôpital, on compte vérifier que Ahmet et son père n'ont pas été maltraités pendant leur interrogatoire et qu'ils n'ont pas avoué sous la contrainte. Ce contrôle permet aussi bien sûr de collecter des preuves supplémentaires, traces de lutte, blessures, échantillons ADN. À l'hôpital, le personnel remarque qu'Ahmet a de nombreuses égratignures sur le visage, ce qui correspond à la version des faits qu'il a donnée, à savoir que Ziejan l'a griffé en résistant à la tentative de viol. Après ce check-up médical, les suspects sont évacués de l'hôpital sous haute protection par les autorités. L'interrogatoire de notre chauffeur de minibus continue au poste de police et son père, Necmettin, et Fatih, le complice, sont aussi interrogés. Qui sont les suspects? Alors on ne sait pas grand-chose d'Ahmed et de son père Necmettin. Ce qu'on sait, c'est qu'ils changent de profession après avoir connu la faillite. Ces deux individus sont loin d'être des enfants de cœur puisqu'ils ont travaillé dans un commerce de revente d'or relativement douteux. En gros, ce sont des gens qui entretiennent des rapports avec la mafia. Et comment est-ce qu'on en est sûr? Il suffit de consulter le casier judiciaire du père, impliqué dans des trafics de contrebande, et même un accident de la route très suspect, peu de temps avant le meurtre de Ziejan. Ahmed et Necmettin sont issus d'une famille riche d'anciens bijoutiers reconvertis en chauffeurs de bus. Et tout à l'heure, j'ai précisé la différence entre le bus classique et le dolmouche, le minibus, pour une bonne raison. Le minibus facilite le crime. Pas de caméra de surveillance, contrairement au bus public, et les horaires et les itinéraires peuvent être variables. Donc changer de trajet pour déposer un passager un peu plus près de là où il souhaite être déposé, c'est pas inhabituel. Je vous rappelle que quand Özyecan se retrouve dans ce minibus, elle est seule, il n'y a aucun témoin. Les meurtriers pensent sans doute au moment de l'assassinat qu'ils vont s'en sortir sans problème grâce aux précautions qu'ils prennent, couper les mains de leur victime et la brûler. Mais ça ne suffit pas, et heureusement. Le troisième homme impliqué dans l'affaire et qui aide père et fils à enterrer notre jeune étudiante, c'est Fatih, un homme accusé de viol sur son ex-petite amie. 4 mois avant le meurtre, Soner Khan, journaliste d'Akşam, un média turc, va lâcher cette bombe au grand public.
L'ex-petite amie de Fatih aurait été droguée à son insu, Fatih aurait versé un somnifère dans son café. Quand sa victime s'évanouit, il l'emmène dans une maison en bord de mer pour abuser d'elle. Et précision importante, au moment des faits, Fatih est un homme marié depuis 18 ans. Lui et son épouse Fatma ont même une fille. Fatih garde sa petite amie, dont il vient d'abuser, captive pendant 1 mois et demi. Fatih, lui, est chauffeur poids lourd, il a l'habitude de voyager aux quatre coins du pays, et c'est en profitant de l'absence de son bourreau que sa victime réussit à s'enfuir et à contacter sa famille. D'ailleurs, Fatih n'est pas le seul bon père de famille au profil banal. L'épouse d'Ahmed, le chauffeur de minibus, tueur, violeur, s'appelle Neslihan. Elle témoigne publiquement, et ce qu'elle dit fait froid dans le dos. Mon mari a fait de ma vie un enfer. Il m'a forcé à abandonner ma demande de divorce sous la menace. Je veux qu'il soit sévèrement puni pour ce qu'il a fait. Mes pensées vont surtout à la famille de Ziejan. Je partage leur douleur. Détail qui a son importance, surtout quand on considère la brutalité du meurtre. Ahmed est père de famille. Nassier, la mère d'Ahmed, prend aussi la parole. Il est devenu ainsi à cause de son père, dit-elle. Personne ne naît voleur ou meurtrier, tout le monde naît ange. Mon fils n'avait pas le droit de prendre une vie. Hashtag tel père, tel fils. Özyecan Aslan est enterrée le 14 février 2015, 2 jours après la découverte de son corps. Elle est transportée de l'hôpital à la maison funéraire de Mersin, puis au cimetière. L'événement attire une foule, dont des inconnus venus rendre hommage à Özyecan et soutenir sa famille en deuil. Sa mère se souvient de ses derniers mots: Maman, ne t'inquiète pas. C'est toute la communauté qui se sent concernée par cette tragédie. Dans l'Assemblée, qui rend un dernier hommage à la jeune étudiante, on reconnaît notamment des policiers, mais aussi des militants pour les droits des femmes et des membres d'associations de défense. Özyecan est inhumé au cimetière municipal de Mersin. Sa sépulture est un monument sublime réalisé en granit blanc, symbole de pureté. C'est un ange aux ailes déployées aux dimensions plutôt impressionnantes. Il est financé grâce aux dons de personnes touchées par la tragédie que traverse la famille Aslan. Plusieurs campagnes de soutien vont permettre de récolter suffisamment d'argent pour ériger un mausolée. Des prières sont récitées en l'honneur de la victime. L'impact médiatique retentit dans tout le pays. Cet enterrement va donner l'impulsion nécessaire à tous ceux et toutes celles qui se sentent concernés par ce drame. Des marches de protestation se déroulent dans différentes villes. Le même jour de la cérémonie, à Ankara, Istanbul, Izmir, plusieurs milliers de personnes se rassemblent et brandissent des pancartes pour dénoncer l'atrocité qui vient de se dérouler. Le 16 février 2015, une journée de protestation de grande ampleur est lancée. On l'appelle le lundi noir et il a pour but d'inciter les victimes à s'exprimer au sujet des agressions qu'elles ont pu subir. C'est ainsi que Ziejan est propulsée au rang de symbole. Elle n'est pas seulement victime de son bourreau, elle est martyre de la violence des hommes envers les femmes. Et puisqu'on parle du bourreau, voici le moment du procès et surtout de la sentence pour nos 3 suspects. Nous sommes le 6 avril 2015, le procès commence au tribunal de grande instance de Tars. De nombreuses associations féminines de défense des droits des femmes assistent à l'audience, dont la CADEM, l'Association pour la démocratie et les femmes. Les 3 suspects sont jugés pour meurtre avec préméditation, tentative de viol et mutilation de cadavres. Pour ce procès, les parents de la victime sont présents, bien sûr. Ils décrivent la personnalité de leur fille, une personne douce, aimante, altruiste et innocente, qui ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Mehmet, le papa, déclare: Nous n'avons pas d'autre chemin que l'amour, que justice soit faite et que les coupables soient punis, que Dieu aide leurs parents aussi. Le monde a besoin de paix et d'amour. Nous devons accepter nos erreurs et faire preuve de compassion les uns envers les autres. Pendant l'audience, la Cour se penche sur le rapport d'autopsie, pièce maîtresse de l'enquête. La cause de la mort est révélée sans surprise. Ce sont les nombreux coups de couteau qui ont tué Özyecan. L'autopsie atteste des blessures sur son corps, des contusions et des lacérations qui correspondent aux coups donnés avec la barre de fer. Quand les policiers découvrent le cadavre de la jeune femme dans la rivière, ils sont troublés par les brûlures qui recouvrent son corps, éléments qui démontrent que son assassin a cherché à dissimuler son identité pour pas qu'on ne remonte jusqu'à lui. Des traces d'abus sexuels sont aussi notées dans le rapport d'autopsie, ainsi que les mutilations dont on a parlé tout à l'heure, le fait qu'elle ait les mains tranchées. Si on ajoute à ça l'emplacement imprévu du minibus, le détournement de trajet, le comportement suspect du chauffeur, les traces de sang dans le minibus et les aveux, on arrive forcément à un verdict en accord avec la gravité des faits et avec toutes les preuves. Les accusés sont condamnés à la prison à perpétuité aggravée, sans possibilité de libération conditionnelle. Évidemment, ce verdict ne plaît pas aux accusés. Leurs avocats commis d'office, dont l'avocat de Fatih, qui s'appelle Nazmi Karaytallı,
pardon, je l'ai mal prononcé, les avocats vont faire appel. Et c'est pas surprenant, de nombreux procès en Turquie sont suivis d'une demande d'appel. Même si les chiffres et les pourcentages ne sont pas disponibles au public pour des raisons politiques, il faut quand même noter que c'est une procédure très courante dans le pays. Le 14 avril 2015, la Cour d'appel examine cette demande et accepte qu'un nouveau procès se tienne, et le 3 décembre 2015, le tribunal condamne Ahmed, Necmettin et Fatih à la réclusion à perpétuité pour le meurtre avec préméditation et agression sexuelle, toujours sans possibilité de libération conditionnelle. Et d'ailleurs, dans ce second verdict, la peine de prison à perpétuité est qualifiée d'aggravée. Alors pour clarifier, la peine de prison à perpétuité aggravée en Turquie, elle est appliquée pour les cas les plus graves, les conditions de détention sont nettement plus strictes, cette peine s'applique dans les cas de violence extrême, de cruauté, etc. La Cour estime ici que cette peine est largement méritée. Et à noter que pour ce cas, c'est surprenant, mais Ahmed et son père Necmettin reçoivent exactement la même peine, même si le père n'était que complice. Pour Fatih, c'est différent. Il est condamné à 24 ans de prison pour agression sexuelle, mais ce sera annulé par la Cour de cassation. Selon la Cour, il manque des preuves. Fatih est jugé une seconde fois, il va gagner 2 ans sur sa peine, il est condamné à 22 ans et 6 mois de prison pour agression sexuelle aggravée. En plus de cette peine, le karma va faire son œuvre, vu que Fatih est condamné à la prison à perpétuité aggravée pour complicité. Comme quoi, c'est pas parce que t'es complice que tu t'en tires mieux que le meurtrier, ou en tout cas pas en Turquie. Après l'audience, l'oncle de Ziyedjan s'exprime. En tant que citoyen, je comprends que les détraqués sexuels soient maintenant en voie libre dans les moyens de transport en commun, que cela fasse la une. C'est une décision historique. Quelles mesures vont être prises? Si les lois sont insuffisantes, le Parlement doit inclure ce sujet dans les moyens de transport en commun et prendre des mesures en conséquence. Sinon, c'est une aubaine pour les détraqués, que Dieu nous vienne en aide. Fin de citation. Et si tu crois que l'affaire s'arrête ici, tu te trompes. Parce qu'on est en Turquie, il règne une ambiance de Far West. Je vais maintenant te parler d'un autre épisode de la saga Özyecan, à savoir la vie très mouvementée dans les prisons turques. Si tu connais le film Midnight Express, tu sais déjà à quelle ambiance t'attendre. Des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International mettent à disposition du public des rapports particulièrement édifiants sur les conditions de détention des prisonniers. Au-delà d'un isolement qui peut rendre fou, les prisonniers peinent à accéder à des soins médicaux, les bagarres entre détenus sont monnaie courante, sans parler de certains cas de torture ou encore des conditions sanitaires déplorables. Nous sommes maintenant le 11 avril 2016 dans la prison de haute sécurité d'Adana. Kur- Ku- Je vais l'écrire à l'écran, ce sera plus facile. Dans la matinée, Ahmed ne s'attend pas à être victime d'une attaque particulièrement violente. Un codétenu se déchaîne sur lui. Cette attaque vise aussi son père, Necmettin. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'une bagarre comme on peut voir ça dans les films par exemple. Ce prisonnier qui en veut à Ahmed et son père est en possession d'une arme à feu, et il va s'en servir. Cet homme, c'est Gültekin Alan, et il tire sur Ahmed. Il est habité d'un sentiment de vengeance, je crois, et il va le blesser mortellement. Sa victime succombera à l'hôpital. Et là, il va se passer quelque chose d'assez lunaire, mais qui montre bien à quel point cette tragédie a scandalisé la Turquie. Le corps d'Ahmed ne sera accepté par aucune morgue de la municipalité de Tars. La raison de ce refus? Manque de place, paraît-il. Mais quand on sait que la commune de Tars n'a même pas voulu fournir de véhicules pour transporter le corps vers Adana, on commence à se dire que cette excuse est en réalité une excuse. La vraie raison, c'est tout simplement que personne ne veut toucher au corps du meurtrier. La famille et les proches d'Ahmed tentent de l'enterrer la nuit pour éviter de cultiver le scandale, mais une décision du conseil municipal de Tars va gâcher leur projet. Les enterrements de nuit sont maintenant interdits. Il faut donc que les proches du défunt se dirigent vers un autre cimetière. Les proches transportent le corps de Tars à Adana, puisqu'il n'y a pas de cimetière pour indigents à Tars. Mais à Adana, pas de cimetière pour indigents non plus. Alors à ce stade, j'aurais proposé peut-être un juste retour des choses, c'est-à-dire qu'on le brûle, mais bon, ce n'est que mon avis. D'ailleurs, la municipalité s'oppose à l'idée de fournir un corbillard en expliquant qu'elle ne peut pas fournir de véhicule en pleine nuit. Ah, quand ça cherche des excuses en Turquie, ça en trouve, hein. Finalement, la famille loue un véhicule de transport funéraire privé pour pouvoir déplacer la dépouille jusqu'à l'hôpital d'État d'Adana. Sur place, un agent de l'hôpital les accueille très froidement et il leur dit même, quand on lui demande de l'aider, ce n'est pas mon travail, je ne descendrai pas le corps. Pendant ce temps, le père Necmettin reçoit des soins au sein de ce même hôpital pour ses blessures. À ce moment, la mère d'Ahmed est complètement hors d'elle. Elle pleure, elle hurle, elle est très en colère à l'idée de voir que son fils ne peut être enterré nulle part. Personne n'accepte le corps, dois-je le jeter dans la rue, dit-elle. Je suis une mère, donnez-moi une voiture que je puisse emmener moi-même. Une policière va essayer de la calmer en vain, elle ne lâche pas le morceau, et elle se calmera seulement quand son fils reposera en paix.
Finalement, après ce voyage interminable, le corps d'Ahmed devrait être enterré dans le cimetière de Kudjakoy, à Tars, après avoir été baladé à droite, à gauche. Mais les habitants de Kudjakoy, parlons-en. Quand ils apprennent que le corps du meurtrier de Ziejan sera enterré dans leur quartier, ils pètent un câble. D'une impulsion collective, ils verrouillent les portes du cimetière eux-mêmes et refusent aussi l'inhumation. Le chef du quartier, Rifat Öcalan, déclare à la presse: si on l'enterre ici de force, je le déterrerai moi-même avec une pelleteuse. Nous ne voulons pas de lui ici. En dernier lieu, la gendarmerie de Tars doit intervenir pour ramener la paix dans le quartier, et le père de Ziejan lui-même va s'indigner de cette tempête de haine dans le quartier. Et écoute bien ce qu'il va dire. Même les amis des animaux enterrent un chien avec une cérémonie, que ce soit un animal ou un être humain, il doit être enterré quelque part. Les autorités doivent prendre des mesures pour l'enterrer, même si c'est dans un endroit inconnu, sans pierre tombale. Si les gens montraient autant de sensibilité à ne pas enterrer ce corps qu'à protéger les femmes et les enfants des violences et des abus, ces situations n'existeraient peut-être pas. Enfin, une phrase tellement poignante, j'ai envie de me la tatouer quelque part. Finalement, les autorités réussissent à superviser l'inhumation qui se déroulera dans le plus grand secret à Mersin. La tombe est anonyme pour éviter que des esprits vengeurs viennent l'exhumer. Et qu'en est-il au passage de ce détenu qui a voulu faire justice lui-même en tuant notre chauffeur de minibus? Gültekin Alan est accusé et reconnu coupable de pas mal de crimes avant de tuer Ahmed. Il a déjà tué quelqu'un, ça c'est une chose qu'on sait, et c'est un habitué de diverses activités criminelles, même si on n'a pas exactement les raisons de son incarcération. Après la mort d'Ahmed, il faut désormais juger Gültekin. Le 12 avril 2016, donc le lendemain du meurtre du chauffeur de minibus, Gültekin est accusé. Le procureur demande des peines sévères à son encontre. D'autres suspects sont arrêtés dans la prison, des gens qui pourraient avoir été complices ou même qui auraient pu aider à faire entrer l'arme à feu dans la prison. Il semblerait même qu'un des gardiens et son épouse soient complices dans ce sinistre règlement de compte. Pendant l'audience, nombreux sont les accusés et détenus à comparaître en présence de leurs avocats par visioconférence, et on parle quand même d'une prison de haute sécurité. Là, il n'est pas question d'avoir fait entrer des clopes ou des téléphones portables, mais une arme à feu. Au mois de mai 2016, le procès s'ouvre à la cour d'assises d'Adana. Gültekin est accusé d'avoir prémédité le meurtre, puisqu'il a utilisé une arme à feu. Il est aussi accusé de tentative de meurtre, puisqu'il a visé son père, Necmettin, qui a survécu. Et enfin, Gültekin a fait entrer une arme à feu au sein de la prison, ce qui est bien sûr totalement interdit. Et pour ce faire, il a apparemment menacé et piégé certains gardiens de prison en faisant pression sur eux pendant le meurtre. Pendant le procès, Gültekin plaide non coupable pour la préméditation. Oui, il admet avoir tué Ahmed, mais il n'avait pas pour but de le tuer. J'ai trouvé l'arme 1 an auparavant dans les toilettes et je l'ai cachée, dit-il. Je ne sais pas comment l'arme est entrée dans la prison. Le jour de l'incident, j'ai entendu les gardiens dire que les meurtriers de Ziejan étaient transférés dans notre prison. J'étais troublée, l'image de Ziejan me hantait, j'ai 2 filles moi-même, je n'avais pas l'intention de le tuer, j'ai tiré pour lui faire peur. Ahmed est descendu, il s'est dirigé vers moi, j'ai tiré 2 fois, l'une des balles l'a touché à la poitrine. Si j'avais voulu le tuer, j'aurais tiré toutes mes balles. Bon, c'est quand même une logique. On peut facilement théoriser que cette prise d'opposition, c'est pour éviter que la préméditation soit retenue. Pendant le procès, les procureurs présentent des preuves incriminantes à l'encontre de Gültekin, dont des témoignages, mais aussi des images de vidéosurveillance. Le 5 mai 2017, le tribunal condamne Gültekin à la prison à perpétuité aggravée pour le meurtre d'Ahmed. Et en plus de cette peine, il reçoit aussi 29 ans pour les autres crimes qu'on a mentionnés, la tentative de meurtre, introduction illégale d'une arme à feu, etc. Gültekin ne pourra pas profiter d'une réduction de peine, et concernant ses complices, les charges sont abandonnées, ils sont tous acquittés. Alors certes, la violence ne résout rien et ne ramènera pas la pauvre Ziejan, mais à part la famille d'Ahmed et son père, qui lui a si bien donné l'exemple, je crois que personne ne le regrette. Aujourd'hui, la mémoire de Ziejan perdure. De nombreux parcs, centres artistiques turcs portent son nom, afin de lui rendre hommage à travers les siècles. La présidence des affaires religieuses de Turquie décerne même un prix, le prix international de la bonté, au père de Ziejan, Mehmet. Cette reconnaissance se déroule lors d'une cérémonie officielle le 11 mars 2019. Dans le domaine du sport, une prestigieuse équipe de volleyball dédie son titre de la Ligue des champions de l'année 2015 à Özyecan et à toutes les victimes de violences. L'affaire va même parvenir jusqu'aux plus hautes sphères de la politique, puisque le président Erdogan va recevoir la famille Hassan au palais présidentiel le 1er mai 2015. Cette visite va susciter de vives réactions dans les sphères du pouvoir. Le ministre de l'Éducation, Nabi Avcı, souligne la nécessité de renforcer l'éducation non violente, tandis que le gouverneur de Tars, Hasan Göç, loue l'efficacité des services de police turcs. Mais qu'en est-il
des mesures concrètes. Et la déclaration, ça va 5 minutes, hein, après, il faut aussi agir. Une loi portant le nom de la jeune femme est toujours en attente d'adoption. Cette loi vise à éliminer les réductions de peine pour provocation et bonne conduite en prison dans le cas d'un féminicide. Et avec le retrait de la Turquie de la Convention d'Istanbul, on se demande vraiment si la condition des femmes va en s'améliorant. Malgré les années qui passent, les distinctions et les hommages, la famille et les proches de Ziejan ne se reconstruiront jamais. La douleur est présente comme au premier jour. Cette jeune femme qui n'avait rien demandé est devenue aujourd'hui un véritable symbole de la violence faite aux femmes. Mais derrière le symbole et le combat, il reste aussi le deuil, difficile à faire pour ses parents, son frère et sa sœur, qui se rendent fréquemment sur la tombe de Ziejan. Un épisode de la série Çalınmış Hayatlar, désolé, c'est très mal prononcé probablement, donc en français ce serait traduit par Vie volée, donc un épisode de cette série va lui être consacré. Cette mini-série retrace le rêve de Ziejan de devenir psychologue, mais aussi le meurtre atroce dont elle a été victime. Un épisode qui est quand même noté 8,2 sur 10 sur IMDb. Sa vie sera bientôt racontée dans un film qui sortira l'année prochaine, le 11 février 2025, en Turquie, l'anniversaire de la mort de la jeune femme. La scénariste et réalisatrice Seçil Çelebi, à qui l'on doit Doujou Film, se confie au magazine turc Pira, et elle déclare: les féminicides sont une plaie ouverte dans notre société. Özyecan Aslan est devenu le troisième cas de féminicide le plus médiatisé au monde et un symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes dans notre pays. Nous avons décidé de réaliser ce film biographique sur Özyecan pour attirer l'attention sur ces violences. L'artiste engagé tient à écrire le scénario en collaboration avec la famille afin de montrer comment la société perçoit les femmes et à quel point cette oppression est réelle. Selon elle, le cinéma est un moyen efficace de toucher les mentalités et de les changer. Chaque année, à l'anniversaire de la mort de leur fille, les parents de Ziejan honorent sa mémoire en rendant visite à leur fille adorée au cimetière. Inconnus, sympathisants, curieux, nombreux sont ceux qui font le chemin pour admirer cette tombe sublime qui cache une atroce réalité. Plusieurs années après son assassinat, Mehmet déclare aux journalistes: je souhaite que toutes les femmes tuées reposent en paix au paradis. La violence à l'égard des femmes signifie également détruire l'avenir. Ces attaques sont des attaques contre la nation. Et la mère de Ziejan ajoute: notre douleur est toujours la même qu'au premier jour, elle ne s'estompe jamais. Chaque seconde, chaque minute, cette douleur est en nous. C'est un sentiment très mauvais, que Dieu ne le fasse vivre à personne, qu'il aide nos femmes. Nous avons toujours appelé nos responsables, nos grands dirigeants, mais apparemment nous n'avons pas été entendus. Si nous l'avions été, nos femmes, nos enfants, nos fils n'auraient pas subi autant de violence. Une page Instagram en mémoire à Özyecan est encore active, si tu veux y jeter un œil, je te mets ça en description. Même si la tragédie s'est déroulée en 2015, le nom de Ziejan n'est pas prêt de tomber dans l'oubli, en espérant que tous ces projets en sa mémoire permettent d'aller vers un avenir meilleur dans la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Merci de m'avoir écouté, merci à Césaille pour ton aide précieuse dans la réalisation de ce script. C'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.